Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? Anthropodcast. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast, je suis toujours Jonathan, je suis toujours accompagné d'Anne-Laure et avec Madame Monique Selim. Et la dernière fois, on avait un petit peu parlé de ces problématiques d'autisme, etc., d'ONG. Et puis cette fois-ci, on va peut-être essayer d'aller dans quelque chose de plus positif, en tout cas on l'espère. On a jeté un œil sur Internet justement sur tout ce que vous aviez produit qui est assez énorme. Et puis il y a des petits extraits qui parlaient de slow life, de retour un peu à l'image idéalisée du paysan, de façon de vivre plus calme à Conton. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et du coup, c'est là, que font-ils ? Pourquoi ? Alors, oui. En fait, ce travail, c'est dans le cadre de tout le travail que j'ai fait sur les ONG, entre guillemets, environnement. Hein. Mmh. Ce qui est très intéressant, hein, c'est qu'il y a un village comme ça, je veux dire qui a à peu près 2 heures de Conton, 2 heures et demie, avant où on mettait un peu plus de temps, et qui était véritablement qui est la Mecque de la société civile cantonaise. Vous y retrouvez les parents d'enfants autistes, vous y retrouvez les groupes LGBT, vous y retrouvez les ONG environnement, vous y retrouvez les Slow Life. Et donc, alors, ce village, j'avais pas pu y aller quand j'avais fait l'enquête sur ces ONG environnement, mais j'avais eu tous ces récits j'imagine c'est à ça que vous faites allusion, la figure du paysan, quoi. Ce paysan imaginaire qu'on me décrivait à chaque fois, bon, je veux dire, en même temps d'une manière extrêmement méprisante. Hein. Bon, mais là, j'y suis allée l'année dernière. Alors peut-être juste quand vous parlez de village, c'est-à-dire c'est un endroit dans une ville qu'on appelle... Alors là, c'est un vrai village à l'extérieur. C'était plus... Alors, on est d'abord dans une région... Bon, Canton, si on sort de Canton, après, c'est tout de même un peu montagneux, etc. C'est très, très beau. Hein, le Guangdong, c'est très, très beau. On est là dans une région où, en fait, il y a des sources naturelles. Et puis, je veux dire, où il y a eu énormément d'établissements comme ça qui sont faits pour les gens qui ont envie de se détendre, pour les gens du gouvernement aussi, hein, qui vont passer 1 jour ou 2 jours avec des piscines chaudes. Bon, on leur met du lait, de l'huile, des roses, enfin, tout ce que vous voulez dans des mini-piscines. Bon, ils se détendent. Donc, des centres thermaux, en quelque sorte. Mais ça avait encore, il y a 10 ans, parce que moi j'étais allée dans un de ces hôtels, ça avait encore une allure très champêtre. Hein. Cette année, je suis retournée dans la région, je veux dire, toutes les routes sont en construction, maintenant on a une autoroute pour y aller, les hôtels sont devenus des grands... Enfin bon, je veux dire, c'est complètement chamboulé, on est en train de tout détruire. Hein. Donc, comme image de la campagne aujourd'hui, c'est pas une campagne véritablement idyllique. Hein. Vous passez... Bon... le village, donc c'est comme tous les villages du Guangdong et beaucoup de villages de la Chine, hein. C'est-à-dire que c'est des villages complètement désertés par les hommes qui sont partis travailler en ville. Donc il reste les vieux et les femmes. Dans ce village, vous avez un professeur de travail social qui a initié un groupe de femmes qui est resté là, qui sont des femmes qui ont entre 30 et 50 ans, et qui se sont mises en association et qui ont ouvert une auberge, une toute petite auberge, très très bien tenue. Alors là, on a encore les WC au milieu du village, hein, mais ça c'est bien qu'ils existent. Donc ils sont au milieu du village et puis un peu plus loin, vous avez l'auberge avec des espèces de mini-pièces. C'est très rudimentaire, mais c'est très propre. Et donc, vous avez ces femmes qui accueillent et qui ont fait aussi, dans l'ancien temple du village, qui ont fait une sorte de restaurant, qui font des légumes dits biologiques, des repas dits sains,
Alors on montre aux gens aussi comment on fait le lait de soja. Vous avez une meule. Enfin bon, vous voyez le type de rituel. Hein. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans la ritualisation et la folklorisation de ce que serait une vie paysanne qui a complètement disparu, mais totalement disparu. Donc ça, c'est le contexte. Le truc, tout le monde regarde ébahi pour faire du lait de soja qu'on achète évidemment en boîte normalement. Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on va aussi se promener dans la montagne. Je veux dire, il y a une espèce de rivière, qui est ce qu'elle est. Et puis, alors, pour achever le paysage, ce paysage idyllique, dit idyllique et rural. Alors, pour manger, c'est très agréable. Hein. Je veux dire, vous avez des grands plats. Tout le monde se ressource à la campagne. Et alors, pour ajouter à ce paysage idyllique une note qui est vraiment pas idyllique, et ça m'a tout de suite frappé. On arrive dans le village et vous avez vous avez une dizaine d'enfants, mais véritablement en haillons, qui viennent vous trouver, demander de l'argent, des stylos, tac, tac. Et ensuite, si vous voulez, ce qui m'a frappé, donc alors vous aviez évidemment tous les gens qui prennent des photos, comme si c'était les enfants, pensant c'est les enfants du village, mon Dieu, qui sont pauvres, mais beaux, etc. Et puis, en me promenant, en allant acheter du savon, enfin, c'est une petite épicerie qui fait des fortunes avec l'eau minérale maintenant, puisque, je veux dire, tous les gens qui viennent de la ville, les Chinois, hein, je parle, achètent l'eau minérale, donc maintenant, bon. Voilà, c'est une aubaine, et j'avais remarqué un groupe de gens, un groupe de femmes en particulier, qui est très très différente d'allure des femmes qui tenaient l'ONG. Et c'est comme ça que, effectivement, j'ai vu que les enfants et que ces autres femmes et hommes sont des migrants, eux, du Guizhou, du Guiyang, et donc qui viennent de régions encore plus pauvres et qui viennent travailler pour les villageois. Donc vous avez déjà cet emploi, vous voyez, je veux dire, pour les travaux les plus durs. Pendant que l'ONG des femmes fait l'accueil des urbains, vous avez d'autre part, ils emploient pour les champs des gens d'ailleurs, plus pauvres, qui sont eux véritablement quasi exclus du village. Ils vivent ailleurs, leurs allures sont véritablement... on voit leur pauvreté. Quant aux enfants, impossible de les contrôler, mais tout le monde les chasse comme ça. Enfin, je parle des gens du village, ils les chassent parce qu'effectivement, c'est l'ombre de ça qui détruit un peu le paysage qu'on doit offrir aux gens extérieurs. Alors, par ailleurs, là-dedans, vous avez quelques paysans qui restent et qui font de la culture dite biologique pour des familles urbaines, des familles urbaines qui sont donc dans une autre ONG et où on retrouve les parents d'autistes, etc., où vous retrouvez un certain nombre de parties de cette société civile. Alors, ces contrats, là aussi, on est sur des modèles, en gros, qui sont des modèles tirés par Internet, des modèles américains de contrats, de grandes ONG environnementales. Hein. Ces contrats ne sont pas du tout favorables aux paysans, hein, qui eux aussi doivent faire des repas biologiques. Quand les gens de la ville arrivent, donc avec leurs enfants, ils font des repas biologiques, doivent servir, dits biologiques, doivent servir, sont en position véritablement totalement subalterne hein, vis-à-vis des gens de la ville. Et les contrats, en termes de production de riz, ça leur rapporte extrêmement peu. Donc en fait, ça tient pas. Donc je veux dire, tous ces gens urbains sont obligés en permanence, qui sont à la recherche d'un Graal rural, sont obligés en permanence de changer de paysans pour produire leur kilo de riz qui serait sain. Ça, alors, bon, autant nos IMAP, oui, ça s'appelle AMAP marche, enfin marche, à mon avis, oui, je crois que ça marche, le modèle marche bien. Autant là, c'est véritablement plus compliqué. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Deux choses.
On est comme dans les années 70 en Chine. Hein. Ici, c'est parfaitement comparable. Hein. Toutes les alternatives, hein, je veux dire qu'il y avait dans les années 70 sont là, sauf que personne ne va retourner à la Terre. Hein. Ça, en Chine, c'est sûr que non. Mais il y a des jeunes gens qui se réinstallent. J'en ai connu un qui avait fait une ONG, se réinstalle dans un village, etc. Sa compagne, d'ailleurs, avait fait un master d'anthropologie. Donc on est sur le même désir qu'il y a eu dans les années 70 de fuir donc un type de société qui est beaucoup plus oppressif, ce type de société en Chine qu'il ne l'a été en France. Puisqu'au contraire, la croissance en France a permis des trajectoires beaucoup plus libres. Hein. Bon. Alors qu'en Chine, on est sur des trajectoires tout de même individuelles qui sont extrêmement... orientées, contraintes, etc. Et donc ça, c'est la première comparaison. Et la deuxième, qu'il y a effectivement, le deuxième point, si vous voulez, qu'avec Internet, il y a de plus en plus de gens en Chine qui ne supportent plus les modèles dans lesquels on les incarcère. Donc ils cherchent des lignes de fuite un peu partout, d'où, revenons-en, Slow Life, où c'était effectivement un groupe de jeunes, mais qui disaient très clairement aussi, oui, mais on ne peut pas s'empêcher de manger ici, on ne peut pas s'empêcher de prendre du papier, on peut pas, voilà, enfin, je veux dire qu'ils disaient, mais en même temps, il y avait ce désir. Donc je crois que c'est ça qui est important de repérer, c'est que ce désir, il existe... dans la société chinoise, il existera à mon avis de plus en plus, il sera de plus en plus nourri par les contenus qui peuvent être trouvés, les messages et les idéologies qui peuvent être trouvés sur Internet, et voilà. Vous parlez beaucoup d'Internet et c'est intéressant parce que nous, ici, on a plutôt l'impression qu'en Chine, il n'y a pas Internet ou que les gens n'y ont pas accès ou que c'est hyper contrôlé par le gouvernement. Enfin, ceci dit, la France, vu les... C'est pas pour revenir sur la loi sur le renseignement, hein. Moi je suis pas français, mais enfin, vous êtes en train de voter des horreurs. Oui, vous êtes suisse. Moi je suis suisse, voilà. Oui. Mais vous êtes en train de voter des horreurs que la Chine aimerait bien faire. Enfin, la Chine n'a pas besoin de faire voter ces lois-là, mais disons que. Ça doit leur plaire. Mais ça doit beaucoup leur plaire, effectivement. Non, Internet c'est fondamental en Chine. C'est absolument fondamental. Alors là, je vais renvoyer au travail de Wen Jingbo. Qui a passé sa thèse sous ma direction sur Internet en Chine et qui va la publier dans le courant de l'année, qui avait publié d'ailleurs un article qu'on doit trouver sur Internet dans une communauté homosexuelle, dans un groupe homosexuel masculin. Comment il fait le rôle que Internet avait joué. Non, c'est fondamental, c'est véritablement la fenêtre ouverte sur le monde global, la fenêtre ouverte sur d'autres messages. Alors, c'est un jeu de chat et la souris, hein. Le gouvernement essaye de contrôler, mais en même temps, il peut pas tout contrôler. Il peut pas remettre la société dans le noir, à la différence d'autres pays, hein. Je veux dire, l'Ouzbékistan, par exemple, bon. On est dans des économies fermées, qui dépérissent, où les gens sont véritablement en prison. Donc là, Internet, je ne sais pas actuellement, mais il y a 10 ans, ne jouait aucun rôle. Aujourd'hui, en Chine, Internet a explosé. Et ça, mais comme on peut dire aussi, comme en France, hein, c'est de plus en plus important dans les mouvements de contestation. Je veux dire, pour tout, ça crée du lien. Je veux dire, ça permet de se retrouver pour une manifestation. Je veux dire, on a commencé à beaucoup réfléchir à ça au moment des révolutions dites arabes. Et maintenant, on est obligé d'y réfléchir aussi pour la France, hein. Oui, mais comme quoi Internet c'est important et c'est pas seulement pour regarder des chats qui font des bêtises ou. Non, d'ailleurs vous-même vous êtes sur Internet, voilà. Oui, non, mais vous avez l'idée, vous avez bien l'idée qu'effectivement on peut diffuser des connaissances, on peut ouvrir à d'autres messages, etc. Oui, mais c'est ça, mais je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est que tout le monde utilise Internet tout le temps, mais on se dit, quand on se met à vouloir contrôler Internet, on dit oui, mais c'est pas trop grave, c'est juste un truc pour rigoler, alors qu'en réalité, en tout cas c'est mon point de vue, Internet
a un rôle extrêmement important de nos jours, et plus on essaiera de limiter, et plus ça sera dangereux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Absolument, fondamentalement. Donc du coup, c'est intéressant de voir justement comme dans un pays comme la Chine, qu'on pense très fermé, ça a effectivement une grosse importance. Et c'est vrai qu'à Pékin, j'avais été très étonné d'avoir... Facebook, normalement, est interdit en Chine, hein, par exemple, d'avoir des jeunes qui me disent « Ah, mais tiens, on te prête notre portable si tu veux aller sur Facebook. » Comment vous faites? Et ils ont tous... Là, tout est bloqué. Hein. Je veux dire, dans les derniers temps, Google est bloqué, Facebook est bloqué, tout est bloqué. Ouais, mais ils ont des systèmes avec... À franchir le mur, proxys, mais là, voilà, c'est bien bloqué. Hein. Et non, là, on est... Depuis cette année, on est passé à un autre niveau de répression. Hein. Mais on avait une libéralisation, au contraire, dans toutes les dernières années. Hein. Mais ça, c'est depuis le gouvernement Xi. Ouais, ça aussi, ça va être intéressant à suivre parce que beaucoup... Enfin, je dis toujours que je suis suisse, donc capitaliste, donc de droite, ce qui n'est pas vraiment vrai. Hein. Mais dans le libéral, on pense toujours, on se dit oui, de toute façon, le capitalisme va aider toutes ces choses-là parce que plus il y a d'échanges, et puis de toute façon, après, c'est inarrêtable. Et on voit qu'en Chine, maintenant, c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer, ce qui n'était pas forcément... prévisible ou facile à prévoir il y a 10 ans où on se disait de toute façon ça va s'ouvrir quasiment automatiquement en fait. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ah ouais, ça s'ouvre, ça se referme, etc. C'est les paradoxes du monde global. Hein. Bah écoutez, c'est extrêmement intéressant, extrêmement riche. On aurait envie de parler de la Chine pendant encore une dizaine d'heures et ça serait certainement intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir offert du thé. C'était très agréable, vraiment merci d'échanger tout ça avec nous. Merci aussi à Anne-Laure qui a aidé à la préparation de l'émission. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines pour encore plus d'anthropologie. On va parler certainement d'autres pays, d'autres choses, mais on sera toujours là. À la prochaine.